Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Bright. Derrière chaque groupe et chaque artiste, il y a souvent une image qui reste, un instant figé qui raconte tout autant que la musique en elle-même. À la grande surprise générale, les photographes qui accompagnent les musiciens ne se contentent pas seulement d'appuyer sur un bouton, ils construisent également une mémoire visuelle, un univers et une aura. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce métier aux côtés de Thibaut Chouara. Bienvenue dans ce podcast. Merci Emma, salut. Donc tu es photographe de concert, photographe musique, tu te définirais plutôt comment ? Alors j'ai commencé par me définir comme photographe de musique, en effet, de concert au début. Mais rapidement, en fait, je disais plutôt photographe tout court. Disons qu'en gros, le point commun de tous mes projets, c'est toujours l'humain. Tu m'en verras pas faire forcément un reportage sur l'Himalaya, les montagnes, etc. J'ai besoin d'une émotion, d'un visage, de quelque chose d'humain, en fait, dans mes projets. Et j'ai une énorme appétence avec la musique, parce que j'ai littéralement tout le temps de la musique dans mes oreilles. Et du coup, je pense en tout cas que pour faire des jolies images, il faut que tu aies une espèce de passion pour le projet, la chose que tu prends en photo. Et du coup, la musique est restée. Au début, ça a été quasiment 100% de mon taf. Et aujourd'hui, disons que c'est plutôt 50-60% de mon taf, la musique, et le reste est orienté autour de la musique, mais pas que du live en tout cas. Et quand tu te présentes aux gens et quand tu parles de cet aspect musique de ton travail de photographe, qu'est-ce qu'ils imaginent selon toi ? Ils imaginent surtout la partie concert, je pense. Ils imaginent surtout le côté Ouah, t'as vu ça, t'as vu ci, t'as été voir ça, t'as eu accès à ça, etc. Je pense globalement que le métier de photo live, il souffre du fait que les gens n'imaginent pas trop que c'est un métier en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, et moi le nombre de clients qui m'ont déjà dit non mais c'est bon, tu me laisses ta carte SD après, on s'occupe des images. Oui, du sûr. coup non en fait. J'ai besoin de travailler mon travail derrière, parce que c'est pas que le clic quoi. Mais non, je pense que les gens imaginent souvent que c'est facile, que c'est simplement de voir un concert, etc. Alors moi, du coup, de par mon cursus et de ce que je fais aujourd'hui, j'ai la chance, on en parlera après je présume, mais de pouvoir travailler uniquement sur des projets que je choisis, d'artistes que j'adore, que j'écoute potentiellement tous les jours, etc. Et qui font que ma vision est un petit peu différente. Là où quand t'es un média, quand t'es une prod, etc., et que tu bosses un peu pour le tout venant, c'est un petit peu différent, je pense. Mais voilà, ouais, non, je pense que ce métier, en tout cas, spécialement de photographe dans le live, il souffre du fait que les gens ne pensent pas que c'est un métier, en fait. Ils pensent Non, que c'est c'est une une passion. passion. Exactement. Ils pensent que c'est un passe-temps, que tu sors de ton boulot à 18h et qu'à 18h30, t'es dans le crash à l'Olympia en train d'attendre, etc. Tu vois, ce genre de choses. Mais ouais. Ce qui évolue, j'ai l'impression, parce que du coup, il y a des gens qui font évoluer ça, il y a des médias qui font évoluer ça. On voit de toute façon que de plus en plus de gros médias web ou même social ont leur propre photographe, etc. Donc, qui mettent un peu en avant ce truc-là. Mais ouais, je pense que ça souffre surtout du fait que les gens ne comprennent pas que c'est un métier. Je trouve aussi que c'est très fantasmé. Parce que, donc pour celles et ceux qui écoutent le podcast mais qui ne me connaissent pas, moi forcément, je fais également de la photo de concert. Et je trouve que les gens ont cette facilité à dire « Ah, mais du coup, tu as rencontré des artistes. Ah, du coup, tu peux aller en bord de scène. Tu peux... » Et il y a un truc qui est très fantasmé et très de l'ordre de « Ouais, mais c'est que du kiff. » Genre, juste, t'es là, t'écoutes le concert. En fait, non, j'écoute... Enfin, je sais pas toi, quelle est ta pratique, mais moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur la musique à 100% quand je photographie parce que ton cerveau, il peut pas être focus à 100% sur deux tâches en même temps. Et du coup, non, c'est pas... Enfin, ça reste quand même un métier. Et ça, malheureusement, il y a peu de gens qui le gardent en tête. C'est tellement d'accord. Et tu te souviens, là, si on parle vraiment concert, tu te souviens de ta première photo de concert ? Je crois que je m'en souviens. Parce qu'en fait, moi, pour l'histoire, j'ai un grand-père en fait qui a toujours fait de la photo, vidéo. D'ailleurs, il a eu un argentique, il a eu plein d'argentiques qu'on a récupérés. Il était vidéaste, il fait plein de vidéos, il filmait comme tout le monde, tous les trucs de famille, machin, qu'il a fini par numériser, etc. Mon papa, par la suite, faisait pas mal d'images aussi, mais lui, pareil, c'était plutôt des images de vie, etc. Mais du coup, j'ai toujours un peu baigné dans ce truc
documentons les choses à fond en fait, que ce soit des choses de famille, que ce soit des choses professionnelles, des souvenirs. Mon père Sur était... ton compte Insta, t'as beaucoup de. Exactement, ouais, parce que moi aujourd'hui mon compte Insta, j'ai eu longtemps cette décision de me dire est-ce que je fais un compte pro et un compte perso. Et en fait, les retours que j'ai, c'est qu'au contraire, justement, ça permet d'avoir les images pro et la vitrine, en fait, et d'avoir aussi de se dire, mais en fait, il y a un humain derrière, en fait, il y a une personne, il n'y a pas juste un robot qui poste. Et du coup, de fil en aiguille, la photo a toujours été un peu là, et on va dire que je pense que ça fait depuis, on va dire 2020-2021, où vraiment, je me suis dit, ok, on va faire un truc avec ce sujet, avec la photo. Et ouais, je pense que, si je réfléchis bien, je pense que ma première photo de concert, officiellement vraiment, ça devait être Trio que j'ai bien saigné dans ma jeunesse. Je connais littéralement encore toutes les lyrics des anciens albums, je pense. Ça devait être en avril 2021 ou mai 2021, il y avait un truc, je sais plus quoi, sur une place à Amiens, parce que je suis amiénois du coup d'origine. Et j'ai retrouvé parce que du coup, pour ceux qui écoutent ce podcast, j'ai bien évidemment eu un petit peu les questions en amont pour voir un petit peu tout ça. Rien n'est spontané, c'était On va pas du tout mettre ça au montage du coup. Du coup, attends, je peux peut-être te la montrer si je la trouve par le plus grand des hasards, mais ça devait ressembler à ça, tu vois. Rien à voir avec Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je déteste aujourd'hui des photos de concert. un peu de noir et blanc. Un peu de noir et blanc, et les gens qui, si vous venez voir un peu mon travail, je ne travaille plus du tout le noir et blanc, et quelque chose de très sans contexte, une photo de notre cher Manu de chez Trio. Donc voilà, donc Mais oui. c'est récent du coup, 2021. Ouais, en fait, j'ai toujours eu fait de l'image avec mon premier appareil photo que j'avais acheté avec notre tout premier solde de tout coup, je me rappelle. Mais en fait, avant, j'en faisais pas grand chose. En fait, c'était. Et puis en fait, on en parlera un peu après du matériel, parce que je pense que c'est important aussi avec cette nouvelle génération de matériel qui arrive, etc. Mais en tout cas, moi, avec ce que j'avais à l'époque, dans ce qui était concert et du coup, ce qui demande tu le sais, hein, de toute façon, le plus de performance à un appareil, la basse lumière, etc. Mon petit 500D de l'époque de chez Canon était très bien, mais il avait quelques limites. Et du coup, j'étais vite bloqué. Du coup, je n'ai pas voulu aller beaucoup plus loin. Et quand je m'étais pris ce bon vieux Nokia 3310 de Canon, à savoir le 5D Mark III, là j'avais débloqué 2-3 trucs et j'avais continué. Mais ouais, 20-21, je pense que je commençais à écumer un petit peu les salles amiénoises, la Lune des Pirates, les différentes salles, parce qu'on a pas mal de musique quand même à Amiens. Donc ouais, je crois Trio, ouais. Mais c'est très bien, que ce soit Trio, ça peut être beaucoup ouvert. C'est marrant parce qu'on a commencé au même moment du coup. Ok. J'ai commencé en 2020 aussi, sorti de. Donc du coup, je suppose que tu as appris tout ça sur le tas, de ce que tu m'as parlé vis-à-vis de ton grand-père, de ton père. Est-ce que tu as quand même fait des études qui allaient dans ce sens, ou quel a été un petit peu ton cursus, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la photo finalement? En effet, j'ai totalement appris sur le tas. Jamais fait d'études. Alors, enfin, études, ça veut tout et rien dire. En tout cas, jamais fait d'études académiques. J'ai fait d'études traditionnelles, une école de photo, un CAP photo, je sais qu'il y a CAP photo, etc. Non, j'ai plutôt appris en cliquant, en me trompant, en continuant de me tromper. Je me trompe encore aujourd'hui et en apprenant un. Et globalement, j'ai toujours, étant, je pense, nous tous les deux, hein, dans cette génération d'Internet, il y avait YouTube en fait, et il y avait des livres, et il y avait plein de trucs qui font que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, des gens aujourd'hui qui me disent Thibaut, tu sais pas comment on fait ça sur iPhone et tout, je suis en mode, je sais pas, t'as demandé un petit peu à genre Internet, genre à Google, genre à je sais pas qui. Et en fait, on peut à peu près trouver ce qu'on veut. Donc ouais, j'ai plutôt appris sur le tas. Je me suis amusé du coup dernièrement, depuis qu'on a parlé de ce podcast, à me rebalader dans des très anciennes images, etc. que bien évidemment je déteste aujourd'hui. Non, pas forcément la compo, pas forcément les sujets abordés, mais le grading, enfin la façon de retoucher, de mois en mois il évolue. Il y a des trucs que j'avais vu début d'année où je suis en mode genre, attends, mais pourquoi j'ai fait ça Et t'as des photos sur lesquelles t'as tripé de ouf, mais bien sûr. Et maintenant tu te dis mais t'es super nul. Exactement. Mais je me dirais exactement ça dans un an, en septembre 2026, en septembre 2025, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait en 2025 donc ouais, non, totalement sur le tas. Et encore une fois, je pense que l'apprentissage est continu, hein, donc je pense que moi je vois encore aujourd'hui que ma signature, enfin la signature, en tout cas la façon dont je l'ai dite, elle bouge encore chaque mois, et c'est cool de se dire que t'es pas dans un art figé, tu vois. Tu prends l'exemple des grands peintres, des grands sculpteurs, ils ont eu des phases par rapport à leur vie, à leurs émotions, à leurs trucs comme ça, et je pense que c'est comme ça que tu le traduis. Donc ouais, totalement sur le tas. Mais je pense que c'est très bien de faire des écoles, etc. aussi pour ceux qui en ont besoin, parce que je pense que la photo étant un art, mais qui a quand même besoin de bases techniques assez robustes,
tant que tu connais pas ton triptyque photo, tant que tu connais pas. Je pense que toutes ces règles, les règles, des règles de composition, etc. Je trouve ça toujours très théorique. Le nombre d'or, tes règles de composition, ta règle de tiers, etc. Moi, je reste persuadé que globalement, n'importe qui peut faire de l'image, tant que tu as un truc à raconter, que tu sais l'expliquer, pourquoi tu l'as fait comme ça, etc. Mais c'est plutôt le côté technique, quoi. Parfois, tu parles à des gens et ils essaient de t'expliquer de machin, en fait. Et du coup, oui, bah, si tu bouges ça et que tu bouges ça, ça. Ah oui, oui, bah bien sûr. Donc ouais, pour moi, une fois que t'as ton triptyque, je pense que ça avance bien. Donc ouais, je suis pas un grand avis sur les écoles, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. La question piège, pour toi, c'est quoi un bon photographe? Waouh. Qu'est-ce qu'un mauvais photographe? On peut retourner la question? Ok. Qu'est-ce qu'un bon photographe? Ouais, c'est super compliqué ça. C'est surtout super subjectif, je pense. Parce que je pense pas avoir déjà dit. Bon, après, c'est clairement pas du tout mon mindset non plus, mais de dire que quelqu'un est un mauvais photographe. Alors, pour moi, en tout cas, la vision du travail bien fait, en tout cas dans mon domaine dont on parle aujourd'hui, en tout cas la photo live, moi j'ai plutôt tendance quand je me présente à dire que je suis plutôt photo-reporter quasiment, tu vois. Il y a souvent des gens quand ils me commandent des photos qui me disent bah, tiens, on a besoin de 20 photos sur ça, de 20 photos à telle heure, de 20. Du coup, moi, quand les gars me parlent de volume, moi déjà, ça m'érisse un peu les poils, tu vois. Et parce qu'en fait, je suis pas en studio et quand on te commande 20 photos en studio, bah tu comprends parce que tu as 20 photos de packshot à faire, tu as 20 photos de nugget, 20 photos de bouteilles, de machin. Moi, quand tu me demandes de 20 photos sur 2 heures d'un truc qui s'est passé, ce que moi je vais estimer être 20 bonnes photos, c'est absolument pas ce que le client va estimer être 20 bonnes photos, toi va estimer 20 bonnes photos. Donc moi je me On peut avoir 10 très bonnes photos, comme 20 photos à chier. exactement. on peut dire. Et que le gars va te dire mais en fait vous avez pas un peu plus de ça? Ah bah si, bah pas de souci. Donc moi je me qualifie plutôt pour une photo reporter et du coup quand je fais un taf, bah typiquement quand je bosse pour un label, un tourneur, un artiste en direct, etc. J'ai dans ma tête une espèce de checklist de ce que je dois faire pour que dans ma tête mon projet soit complet. Si c'est une date live par exemple, moi ce que j'adore faire c'est arriver en amont, rencontrer les équipes, etc., avoir des images backstage, etc. Donc de cocher toute cette partie amont, backstage, etc. Une fois que tu arrives sur la partie live, bien évidemment, la spécialité de maintenant tous nos nouveaux photographes, d'avoir un joli portrait, parce que c'est important d'avoir un joli portrait assez serré, de l'américain et même du portrait un peu serré. Mais surtout pour moi d'avoir du contexte, du large, de la salle, parce qu'aujourd'hui je trouve que ce qui m'embête de ce que je vois de tous les nouveaux photographes qui sont pour le coup aussi bons, mais c'est de voir des sliders de 20, de 20 photos où tu as que j'ai tendance à dire 20 photos de trous de nez J'étais sûre en qu'elle crash. ferait ça. On a déjà parlé de ce sujet, je crois. De 20 photos de trous de nez en crash, où tu as littéralement, je pense, la même séquence en rafale de machin, mais tu es en mode, mais les gars, en fait, c'est super beau, l'édit est magnifique, avec cette petite trend là du petit layer de flou avec qu'on met dans PS, etc. Mais donnez-nous du contexte, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est quand tu vois des grandes salles, pour pas les citer, qui parfois du coup utilisent ces sliders là et tu te dis, mais les gars, en fait, ça pourrait être chez vous, mais ça pourrait être à Cigale, ça pourrait être à l'aéronef, ça pourrait être dans n'importe quelle salle, du contexte. Donc en gros, tu vois, tu as cette espèce de checklist du portrait, du large, du serré, des inserts sur des instruments, etc. Et en fait, du coup, je me fais une liste comme ça et je me dis, ah ok, donc ça, il m'en faut encore, il me faut des réactions de la foule, il me faut ça. Et tant que j'ai pas checké mon truc, je passe au truc d'après, je dis reviens. Donc moi, je vois plutôt ça comme des photos reportages et après, bah, je livre et bah, la personne fait ce qu'elle veut avec, elle prend tout, elle prend pas assez. Mais moi, quand tu me demandes un nombre en volume, ça m'angoisse et de toute façon les gens qui aujourd'hui bossent avec moi savent que je vais pas livrer 20 et que je vais livrer je vous aurai 20 ou plus mais ouais, j'aurais tendance à dire une personne qui arrive à couvrir l'intégralité du scope, tu vois, du sujet et du reportage qu'on te commande, parce que c'est important, je pense, la diversité, et c'est la raison pour laquelle moi, quand je bosse avec beaucoup d'objectifs sur moi. Je respecte énormément ceux qui arrivent à partir en presta avec un boîtier, une optique, même si c'est un intermédiaire. Enchanté. Emma, levez la main pour ceux qui ne verront pas. Parce que je trouve ça impressionnant, parce que moi, j'ai du long, du fisheye, du serre, etc. Parce qu'il y a des moments où je me dis, putain, à ce moment-là, c'est ça qu'il me faut. À ce moment-là, j'ai un parfait angle pour être au 110-200. Là, j'ai un parfait angle pour être au 8-15. Et ça fait qu'en fait, quand tu finis ta journée, bah, t'as un scope plus large et que
t'as coché cette fameuse liste que je me mets pas sur mon téléphone, hein, mais qui est plutôt une liste dans la tête de me dire, ok, ça peut-être qu'il me faudrait plus de large, il manque un plan serré derrière, il manque. Donc, Ouais, avoir un rendu assez dynamique par rapport à ce que tu livres en fait, 20 photos, mais qui se reportent effectivement ce qui s'est passé, ouais. Ouais, exactement. Et du coup, tu venais de la musique ou de l'image de base? Lequel est arrivé en premier? C'est une bonne question encore. J'aurais tendance à dire l'image a toujours été un peu là. La musique l'était par passion musicale. Mais on va dire que j'ai fait des études dans la com, etc. Donc on va dire que faire de l'image, c'était pas là, mais le côté com, le côté artistique et j'ai envie de dire les deux, je pense, en fait. J'ai envie de dire les deux, je pense. Parce que j'ai toujours, de mon plus jeune âge, écouté énormément de musique avec mon père, avec ma mère aussi. Mon frère a fait du rap, a géré une radio à Amiens. Enfin, en fait, les deux sont arrivés en même temps et en fait, c'est arrivé en même temps et ça s'est resserré avec deux sont liés, ce quoi. projet. Exactement. Ouais, ça a avancé en parallèle et ça a fait sens du coup d'aller travailler dans ce milieu-là. Mais ouais, je dirais les deux. Ouais, je passe carrément les deux. Et du coup, ta première commande officielle, on va dire, sérieuse, je mets des guillemets, c'est quoi et qui en fait? Je vais pas redire bonne question parce que je vais te dire tout le podcast. Oh là là, arrête. J'aurais tendance à dire Oxmo, je crois. Hein. En vraie première commande, etc. Parce que bien évidemment, même si aujourd'hui, on en parlera après, je pense, mais je regrette des gens qui, depuis des années, qui sont pros, etc., bossent gratos, etc., pour différentes raisons, etc. Au début, globalement, quand tu commences l'image, le seul moyen que tu as de te faire un book, etc., c'est d'aller grappiller des trucs, d'aller chercher des projets, d'aller chercher le contact, d'aller, au-delà d'être, comme on dit, payé en visibilité, d'aller chercher ce truc, et tu sais que si c'est pas toi, de toute façon, il n'y aura personne d'autre de content le faire, etc. Donc ça a été beaucoup ça au début. Mais ouais, j'aurais tendance à dire Oxmo, je pense, par un hasard assez cool, parce que c'est un super souvenir que j'ai. J'avais eu l'occasion de bosser sur le Secours Pop Rock de 2021 ou 20, je ne sais plus, qui m'avait bien marqué parce que c'était avec Hocus Pocus, qui est un de mes groupes préférés, qui est le premier groupe que j'ai vu de ma vie. Je me rappelle encore à l'espace Jacques Tati à Amiens. Avec Tribeca, parce que c'était un album qu'ils avaient en acoustique avec, bref, c'était exceptionnel. Et du coup, donc Vincile, qui est en plus devenu aujourd'hui un ami avec qui j'échange régulièrement. Et du coup, en fait, Hocus Pocus faisait ce cours pop rock. Ce cours pop rock, en gros, pour ceux qui se rappellent pas, c'est ce cours populaire. En fait, chaque année, ils font un concert gratuit où ils invitent des enfants, des familles, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de fouler le sol de salle de concert parisienne ou autre. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a eu ce lieu Zénith, donc avec Mathieu Chédid, etc. Et du coup, je m'étais porté volontaire pour bosser sur ça, et du coup j'avais eu l'occasion de shooter Hocus Pocus, qui du coup et en fait c'est ça que j'adore dans mon métier aujourd'hui, c'est que j'en viens à shooter des gens que j'écoutais quand j'étais jeune, que mon frère écoutait. Oxmo, mon frère, j'ouvrais sa porte, il y avait du Oxmo littéralement tout le temps, d'avoir shooté des Booba, des choses comme ça, c'est des gens qui ont bercé mon enfance ou indirectement que j'ai entendu dans mon enfance. Et du coup, le tourneur qui gérait cette date, c'était Augury Productions. Et de fil en aiguille, il y avait Oxmo qui avait ses 3 dernières dates de concert à la Cigale, avant qu'il fasse une énorme pause, etc. Et je me suis fait plugger là-dessus. On a bossé 3 jours avec Oxmo. On se connaissait pas du tout avec Nicole et Marc, que j'embrasse, sur leur manager. De fil en aiguille, on est resté en contact. Et je me rappelle encore, je suis parti en vacances au Mexique. Je descends de l'avion, j'arrive à l'aéroport, etc. Mon téléphone sonne, un numéro que je connais pas. Ouais, salut Thibaut, c'est Marc. Marc. Ouais, Marc, major de Oxmo. Est-ce que ça te dirait de gérer la com du livre d'Oxmo? Je sais pas de quoi on parle, mais banco. Et du coup, j'avais eu l'occasion de bosser sur le premier livre d'Oxmo, Les Rêveurs du Soleil, et son deuxième livre d'Après Marcel. On avait fait ça en binôme avec un ami à moi qui s'appelle Cédric, Urban Mythologie, qui a globalement m'a vraiment mis le pied à l'univers musical, qui est un mec qui est dans la photo de concert depuis très très longtemps, une quinzaine d'années je dirais, et qui en fait on a été binôme pendant longtemps, et on se faisait un espèce de ping-pong comme ça, où quand lui avait besoin de quelqu'un en plus, je venais avec lui, quand moi j'avais besoin de quelqu'un en plus je le pluguais, et on avait fait ce premier projet ensemble qui a été un super projet, parce qu'on a été du shoot press, enfin même de la réflexion à comment mettre Oxmo en image dans un sujet de livre, parce que c'est pas du tout son domaine. C'est une magnifique plume, mais c'est pas du tout un mec qui écrit des livres. Du coup, on est parti de la réflexion en amont au shoot, aller faire des images
du coup Réveilleur du Soleil, donc on était chercher assez naturellement des images de coucher de soleil sur les toits de Paris, etc. Donc ouais, ça a été ma première commande et depuis, ce qui est drôle, c'est qu'on est toujours en relation, que je bosse encore tous les mois avec Oxmo et que là, son dernier album sort cette année et que ça va être super. Donc je dirais que la première vraie commande, c'est littéralement Oxmo, ouais, je pense. Et pas des moindres du coup. Bah, pas les moindres. Bah, du coup, on va switcher sur la partie collab. On va prendre d'autres chemins. Donc, comme tu disais, tu bosses avec Oxmo Puccino et tu bosses également pour Colors, entre autres. C'est les deux gros piliers, que j'ai vus récemment, en tout cas, dans ce que tu présentais. Et par exemple, avec Oxmo, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Plusieurs choses, je dirais. Je commencerai par dire que ce que j'adore avec Ox, c'est que c'est littéralement la même personne sur scène que dans la vraie vie. Il joue pas un personnage, il est absolument, littéralement pareil. Et ça, c'est cool. J'ai déjà bossé avec d'autres gens qui avaient des personnages qui étaient tout aussi cool. J'ai eu la chance de bosser avec Lorenzo sur ces dernières années. Et bah, pour le coup, là, on parle vraiment d'une personne qui est Jérémy dans la vraie vie et qui théâtralise, théâtralise, etc. Et pour le coup, c'est super. Mais Oxmo, pour le coup, ouais, c'est vraiment cette espèce de naturel au jour le jour qui fait que c'est assez fou et que tu te prends des espèces de claques et des leçons de vie quand tu deviens à débattre et à échanger avec un mec qui globalement pour moi est littéralement un pilier du rap français. J'aurais tendance à dire ça et aussi cette capacité qu'il a eu du coup pendant le Covid aller travailler en aspect d'écriture du coup de livres et de nouvelles qu'il avait jamais fait, de là repartir sur du live et justement moi maintenant qu'il le connais depuis quelques années de le revoir se réapprivoiser pardon la scène de kiffer le fait d'être en concert. On était au Golden Coast là il y a quelques semaines, tu sentais vraiment que ça y est, on est reparti en scène et que ça lui manquait et qu'il avait qu'une envie, c'était ça. Donc ouais, je dirais un vrai humain naturel, comme on en manque un peu, je pense, aujourd'hui. Je pense que l'avènement des réseaux sociaux et de plein de choses font que les gens essaient toujours de se travestir, de se trouver des espèces de qualificatifs de faker ou de faker un peu pour plaire, alors qu'en fait, pas du tout. Tu peux être tout aussi. On parlait un petit peu en off tout à l'heure de Julien Granel. Julien Granel, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi sur pas mal de trucs Colors. Ce mec est d'une chouettitude, si on peut inventer ce mot, parce que ça lui va bien que ses couleurs, je pense, ce mot, qui est pareil, tu vois, tu le connais dans la vraie vie. Il est exactement pareil sur scène. Exactement, c'est exactement pareil. Ça a été une très belle rencontre pour ma part aussi. Ouais. Et ça fait partie de ces gens, justement, où ils ont compris que la recette, c'était d'être naturel. Être eux-mêmes, ouais. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi aux gens, et c'est ça qui plaît aux gens, tout simplement, je pense. Voilà. Sur Colors, par exemple, si on peut parler d'autres choses, on a, il y a quand même une esthétique, une direction artistique qui est très forte. Comment est-ce que toi, tu travailles pour trouver ta place dans un projet où justement, il y a une DA qui est déjà assez affirmée et qui a des bases assez solides? C'est un très bon exemple. En effet, Colors, DA ultra léché, je pense que ça a 8-9 ans maintenant, Colors. Et ce qui est marrant, c'est que Colors, je les ai rencontrés avec Oxmo aussi. Oxmo, globalement, était une pierre angulaire dans ma vie, globalement. En fait, Colors, je les ai rencontrés parce que Oxmo était invité à la première année où Colors faisait des événements live, et ils ont commencé par Paris, par ailleurs. De mémoire, je crois que ça s'appelait Colors à Paris, où ils n'ont pas été très compliqués. En anglais comme ça. Et du coup, Oxmo était invité à faire une espèce de masterclass autour de l'écriture, etc. Et donc moi, je faisais de l'image pour Oxmo à ce moment-là, et je me suis retrouvé dans une magnifique galerie, une galerie d'art où ils faisaient ça. Et il y avait personne à l'image à ce moment-là avec Colors, et de fil en aiguille, j'ai rencontré une team exceptionnelle. Ce que j'adore avec Colors quand ils font des événements live, c'est que c'est pas un prestat qui organise, c'est littéralement eux en physique qui organisent et ils sont tous présents. C'est-à-dire que tu as Jonas Zeber, tu as Félix Glassmeyer, tu as Félix du coup pardon qui est le head of creative, donc c'est lui qui fait toutes les images et l'ADA léchée dont tu parles. Jonas qui est le CEO, qui a une appétence bien évidemment créative, hein, mais qui est plutôt le CEO pur et dur, tu vois. Et toutes les équipes Colors sont en physique, tu vois. Et en fait, je me rappelle d'une fin de festival où on s'échange le numéro et qu'en fait au final on s'est jamais quitté parce qu'on bosse ensemble depuis 5 ans. Et du coup, en fait, la chance que j'ai là-dessus, c'est que cette esthétique archi cadrée, archi puissante, mine de rien, dont tu parles, elle est surtout sur la partie studio, sur la partie captation YouTube qu'on connaît tous. Mais sur la partie live, en fait, j'ai la chance quand je bosse avec eux qu'ils me laissent quasiment une carte blanche.
Ça peut arriver, là, ça arrivait par exemple cette semaine qu'on échange en live avec Félix par exemple sur les rendus photos. Et il me dit, bah tiens, et sur ces bleus-là, essaie d'être un peu plus comme ça, être un peu plus. Il aime bien que les noirs soient moins profonds, qu'ils soient un peu plus doux, tu vois, un peu voilés. Ouais. Donc on a retravaillé en live et on a retravaillé un preset ensemble pour que je puisse l'adapter. Mais en fait, il me laisse cette. Et du coup, je me rappelle encore vers ce débat de leur dire, en fait, c'est soit vous prenez les photos et vous faites des edits, soit vous me demandez de venir et j'amène ma vision, mais je garde votre brief. Mais en fait, il me laisse une carte blanche et c'est d'un bonheur fou en fait, parce que du coup, là, ça fait 2 ans du coup qu'ils font Tons of le nom de la ville, donc Tons of Paris, Tons of London, Tons of New York. Donc là, on a fini Tons of London il y a quelques jours et il y a Tons of Paris en fin octobre et c'est trop bien parce que du coup, j'ai carte blanche en fait et c'est un bonheur et c'est la chance que j'ai justement avec les clients avec lesquels je bosse aujourd'hui, c'est que comme je te le disais, du fait que moi j'ai un CDI à côté, que je suis DIRCOM à côté, etc., j'ai la chance de pouvoir dire oui et non à des projets et que les projets sur lesquels je bosse, c'est les projets sur lesquels je peux vraiment m'épanouir. Et en fait c'est une relation win-win parce que si on se rappelle tous les ans avec Colors, c'est que, enfin si ils me rappellent, parce que moi je les appelle pas forcément, s'ils me rappellent tous les ans, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne, qu'on s'entend bien et que ça matche bien à finalité. Donc ouais, la DA, elle est ultra puissante, mais je l'adapte à ma signature et c'est un espèce de rencontre à mi-chemin en gros. Donc ça, c'est cool, c'est trop cool. Et c'est le cas avec quasiment tous mes clients en vrai, donc c'est trop cool, c'est trop cool. Et là, du coup, tu me parlais de Colors et de l'équipe de Colors. Globalement, ça peut être sur les projets avec Oxmo ou quoi, tu travailles en équipe ou tu travailles majoritairement solo? Je travaille globalement solo, même 99,9% du temps solo. Sur la partie captation, en tout cas, j'ai ni un retoucheur, ni un assistant photo, ni personne globalement. Ça m'arrive de monter des équipes, par contre. Ça m'est déjà arrivé je prends l'exemple de Cédric tout à l'heure, donc d'Urban Mythologie. Ça nous arrivait de monter à 2, 3, etc. Parce que il y a des moments où tu peux pas le faire. En fait, je reprends l'exemple du Stade de France iconique de Booba il y a quelques années, où on bossait pour Cutback, du coup, qui était le studio graphique en fait s'occupe de tous les écrans, toute la créa image et lumière. Un Stade de France, pour ceux qui ont déjà été au Stade de France en public et ou qui ont déjà bossé au Stade de France, je peux vous assurer que pour passer d'une aile à une autre, il faut à peu près 2 chansons, donc on va dire 10 minutes. Donc voilà. Donc ouais, non, ça m'arrive plutôt de monter des équipes pour être sûr que le client pardon, ait l'intégralité des images qu'il a besoin. Mais sur la partie création, moi Thibaut, ouais, non, tout seul. Même si parfois t'aimerais bien avoir un petit coup de main. Typiquement, je reprends l'exemple de Colors, quand on bosse avec Colors sur du live, ils ont besoin d'avoir des rendus extrêmement rapides, ce qui fait qu'en fait je shoot, on édite, ensuite on met les watermarks parce que du coup il y a des différents logos Colors à mettre sur les visuels avant de les poster, et ensuite on balance, ensuite normalement on doit dormir et puis après on repart sur la journée 2. Et C'est ça pas fait pour que normalement on doit dormir. parce que suivant ces semaines-là on dort assez peu, mais du coup sur ces moments-là tu vois, tu te dis en fait la partie watermark, la partie publication, la plus-value que j'ai à mettre un watermark sur une photo, elle est pas là. On vient à la question du retoucheur. Moi je connais pas mal de gens aujourd'hui qui bossent avec des IA en retouche, qui bossent avec des retoucheurs. J'ai un peu de mal à passer le cap. Moi, c'est une partie qui est un peu frustrante à l'édit parce que tu te dis souvent que en fait, tu passes 4 heures à faire des photos et tu passes 20 à 30 à les éditer. Mais c'est là que je trouve que la signature se fait. C'est là que, en plus, moi, je suis un espèce de gros maboule de l'édit, sur un espèce de plan large d'eau un artiste. Je vais t'aller de supprimer tous les câbles, tous les petits spots, tous les petits points rouges, tous les trucs parce que j'ai envie que l'attention elle soit exactement à l'endroit où je veux. Et ça fait que quand en fait, tu fais un avant-après de tes retouches, t'es en mode ah oui, d'accord, ok. Donc là, je viens de passer 15 minutes à retirer tous mes petits trucs. Mais c'est aussi, je pense, ça qui fait que t'as ce key visual, cette photo impactante qui reste, que les gens te reparlent de ça. Et même si tu envoies un report de 150, 200 photos, je pense que ça mérite sur 10, 15 key visual de te dire ok, celle-là, Elle est léchée. celle-là, il faut que ça va être le visuel principal du truc, quoi. Donc ouais, non, principalement solo. Je pense que les IA rentreront au fur et à mesure dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui ont réussi à être faits de manière à intégrer un peu la signature. Mais pour l'instant, j'ai du mal à passer le cap et je passe des nuits à éditer et c'est très bien pour l'instant comme ça. Pour le bien pour me donner ma santé mentale. On est dans le même game. Et est-ce qu'il y a une photo que t'as faite qui, selon toi, dit absolument tout de la personne que t'as photographiée?
Une photo que tu estimes être la plus juste. Il y a une photo que j'aime beaucoup, beaucoup en parlant de Lorenzo la dernière fois, qui est un de mes fonds d'écran de téléphone, donc qui est très facile à trouver, bah tiens, qui est là. Qui est en fait une photo de la dernière ou l'avant-dernière de Lorenzo. À l'intérieur de la gueule du dragon. Exactement. Génial. À l'intérieur du dragon, en gros, sur sa scéno, ils ont toujours eu des scénos un peu coolos, qui étaient en rapport avec les albums, etc. Et sur cette dernière tournée, du coup, c'était un espèce d'énorme dragon gonflable qui était trop drôle, duquel Lorenzo sortait. Et du coup, je m'y suis glissé et je me suis absolument exposé le dos pour le faire. Et du coup, sans trop voir, parce que je pouvais pas vraiment voir, mais je captais un peu l'ambiance, je captais un petit peu. Et en sort du coup une image avec sur la partie haute et la partie basse, du coup, les dents du dragon. Et du coup, Lorenzo qui est de profil, toujours avec ses bleus, parce que je trouve qu'il y a toujours eu des tons assez bleus dans les images, etc. Et du coup, tous les petits flashs des gens derrière. Et je trouve que c'est assez lui, parce qu'il y a un peu ce truc dans la lumière, mais à la fois, tu as ce truc un peu fantastique avec les dents du dragon, etc. Et je trouve qu'elle lui va assez bien. Et je sais que cette photo, typiquement, je fais partie de ces gens où, tiens, il faut que j'imprime des photos, j'imprime des photos. S'il y en avait au moins une que je devrais imprimer, je pense que c'est celle-ci, parce que je trouve qu'elle est assez cool. Les rageux diront Photoshop, Mais les gens qui l'ont vu en live ne diront mais les pas gens qui l'ont vu en live, ils diront, ok, il y avait peut-être vraiment un dragon sur scène. C'était un des plus beaux, des plus chouettes concerts que j'ai fait. Je l'ai photographié, bon, pas aussi bien que toi, mais c'était incroyable. J'ai trouvé la scéno et tout, ils se sont donnés à 10 000%. Et en termes d'ambiance, il y avait des darons qui arrivaient. Mais oui. Le concert était interdit moins de 16 ans sans accompagnant, etc. Donc, tu avais des darons qui arrivaient qui étaient pas hyper ravis d'être là, qui à la fin du concert dansaient et participaient de ouf. Mais c'est ça la force de Lorenzo. C'est incroyable. C'est ça la force de Lorenzo, c'est quand tu le penses, c'est quand même un truc qui est du base du trash rap, troll rap, etc. Et en fait, de par la storyline qu'ils ont donnée au show, le côté à la fois humoristique, etc. En fait, tu te retrouves à passer 1h30 absolument trop cool. Et puis musicalement, en plus, ça démonte. Je me rappelle qu'en plus, sur ce concert-là, ils avaient fait une version de freestyle du rap en mode métal avec Yule. Enfin, la version drôle de truc là, c'est que les gens qui jouaient en mode métal avec lui, c'est littéralement son équipe, quoi. C'est son ingé light, c'est Yule qui est son tourman, etc. Et du coup, à chaque fois, ils arrivaient exactement comme tu dis. Tu avais des gens qui étaient en mode putain, je vais vraiment accompagner mon fils là voir Lorenzo, et en fait qui sortait de là encore plus ravi que leur fils. Donc ouais, je pense que cette photo elle restera un petit moment gravé dans la mémoire, parce que en plus comme Lorenzo a arrêté, c'est encore plus cool de se dire qu'il n'y en aura pas de nouvelles, quoi. Donc voilà. C'est The Last, quoi. C'était l'une des The last. Last. C'était l'une des last, exactement. Alors, je reviens sur la partie métier. Ouais. Quand on est photographe, justement, pour des artistes, on voit souvent, c'est pour ça que j'ai commencé par une intro un peu humoristique, entre guillemets, on voit souvent le fameux clic et puis hop, c'est terminé. Le job, en réalité, il commence bien avant. Tu en as parlé avec Oxmo. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes, ton process, en fait? Ouais, c'est une très bonne question, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, justement pour un peu justifier ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est un métier, en fait. Enfin, c'est un vrai métier, et c'est pas simplement comme pensent certaines personnes. T'arrives pour un concert à 20h, t'arrives à 19h59, tu sors ton matos, tu montes à 22h, t'es parti. En tout cas, je pense que tu peux le faire comme ça, mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Sur un sujet plutôt de les capter un concert, moi j'ai toujours un peu le même process. J'essaie toujours d'arriver assez tôt, parce que c'est important pour moi de rencontrer les gens, de rencontrer les équipes, d'aller dire bonjour de l'artiste au dernier tech qui est là-haut encore en train de monter sa light, parce que du coup ça crée un espèce de climat cool de travail, en fait, et pas de se dire une fois qu'il est 20h30 et que tout le monde est un peu sur le front, putain, c'est qui le gars là qui est en train de escalader partout, de passer derrière les rideaux, qu'il a pas le droit, machin. En fait, tu t'installes un climat de confiance, et tu te présentes et tu te dis, bah en fait si, ce mec qui était là à 18h, il bosse comme nous, en fait. Donc je commence souvent comme ça. En fait, ce que je fais ensuite, c'est que je récupère la tracklist. J'ai souvent récupéré avant. C'est la raison pour laquelle Mon fond d'écran. mes fonds d'écran, et ça, c'est un vrai cheat code. Prenez-le avec grand plaisir. Ça, c'est un vrai cheat code, parce que ça vous permet d'avoir la setlist et de pas avoir besoin de rouvrir votre conversation, etc., etc., etc. Je prends l'exemple du dernier gros truc que j'avais fait pour D-Labs, du coup, qui est également un studio graphique qui fait des écrans, des scénos, etc. Pour Nino, du coup, Stade de France. Là, du coup, en amont, j'avais vachement travaillé avec les équipes pour récupérer des 3D, comprendre exactement ce qu'ils avaient besoin, où est-ce qu'ils étaient. Et du coup, en fait, sur ma setlist, je viens ajouter, en fait, où sont les artistes, qu'est-ce qu'il va y avoir. Il va y avoir de la fumée ici, il va y avoir du feu ici.
Et ça te permet en fait de préparer et de te dire, ok, donc sur ce créneau-là, je vais avoir 10 minutes un peu cool. Là, je vais avoir 3 trucs qui vont s'enchaîner, il va falloir que je sois en large, etc. Et alors moi, c'est toujours dans ma dynamique que j'ai moi, hein, de savoir, de me dire, je veux un reportage diversifié, etc. Et je veux pas aller simplement chercher pendant 1 heure et demie des portraits de l'artiste principal. Mais en tout cas, une fois que tu as cette préparation-là, tu arrives en live, tu te prépares, tu t'assures que tout le matos est bon, que tes cartes sont formatées, que tes numéros de photos sont devenus à 0, histoire de pas arriver à 1999 machin et que tu repartes à 1 et qu'en fait c'est chiant après. Et après, bah banco quoi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus, j'ai pas de toc, j'ai pas de petits rituels, j'ai pas encore de petites prières avant ou d'appareils photo en forme machin, non non. Mais Et t'as la partie après, du coup. et la partie après, du edit, coup, moi, du coup, j'ai un truc que j'adore faire, qui est de sortir des images très, 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 très vite. Je l'ai fait souvent sur set d'ailleurs. Je l'ai fait souvent en loge juste après le concert. Je l'ai fait souvent dans le métro en rentrant. Je l'ai fait souvent dans le bus là à Londres en rentrant parce que j'avais 45 minutes de bus. petite story. Beaucoup trop drôle ça. Mais du coup, en fait, ce que je fais, c'est que bah, les boîtiers, à peu près tous maintenant, me permettent de rate en fait les images rapidement. Et je sais que c'est Canon, du coup, bah, t'as un bouton de rate. Et ça me permet en fait au-delà d'avoir l'image en tête et de savoir que c'est là que je vais l'adorer, de la rate direct en 5 étoiles. En fait, quand tu fais ton export dans Lightroom ou Capture One ou qu'importe ce que vous utilisez, d'avoir ton rate en fait. Et direct, en fait, j'ai mes 5-6 photos, je me dis, ok, celles-là, je sais qu'elles sont ouf, que ça va être trop bien, qu'elles décrivent absolument bien l'ambiance de la soirée et ou un moment de ouf qui s'est passé. Et en fait, du coup, ça me permet de sortir dans la demi-heure, dans les 3 quarts d'heure après le show, 3, 4, 5, 6 images archi puissantes Et phare. que je tag à mon client, que je tag avec l'artiste, etc., que je montre en loge directement. Et bah, ça fonctionne en fait parce que pour moi, c'est ça le but du live et c'est ça de la photo événementielle. Et c'est même pas que la photo concert, c'est la photo événementielle. C'est bah, le rendu doit être rapide en fait. Ça, c'est plutôt la partie preview ultra rapide. Et après, bah, il y a ce qu'on appelle le full report. Et là, pour le coup, moi, j'ai tendance aussi à éditer assez rapidement parce que j'ai une espèce de phobie d'avoir des photos non éditées qui traînent dans mes disques. Je trouve que c'est absolument horrible. Du coup, j'édite assez rapidement, on va dire sous 48-72 heures grand max. Et puis ensuite, t'envoies tout ça. Moi, aujourd'hui, j'envoie plus de WeTransfer, ni de Swiss, ni quoi que ce soit. Je vois plutôt des galeries. De base, je faisais pas ça. J'envoyais des exports de photos avec des dossiers. Et justement, la galerie, ça permet encore plus de se projeter, d'avoir un truc en plus que le client, il peut lui-même filer à ses mêmes clients, à d'autres clients, etc. Donc voilà un peu de bout en bout à quoi ça ressemble. Et globalement, faut se dire que ouais, il y a pas mal d'heures, entre le début et la fin, quoi. Voilà. Ça n'est pas qu'un clic. Ce n'est pas qu'un clic, exactement. Même si on a beaucoup de clics. Et est-ce que tu considères ton travail comme une traduction de la musique en images? C'est une bonne question. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je dirais plutôt la traduction de l'émotion ou de la personne. Pas tant de la musique. Je vais pas tant donner une couleur. Quand je dis une couleur, c'est pas tant une couleur bleu, jaune, vert, c'est une tonalité, etc. Un son, à une image, parce qu'elle a été sur ce son-là. Mais je vais plutôt. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de demander aux artistes, ah bah tiens, vous êtes plus noir et blanc, vous êtes plus ça, vous aimez bien ça, vous aimez bien ça, est-ce que tu aimes bien être plutôt pris de face, est-ce que tu as un profil machin. Donc j'essaie toujours de m'adapter par rapport à ce que la personne aime, parce que si c'est pour envoyer 100 photos d'un truc que la personne déteste, bah c'est nul. Je prends l'exemple là de Colors, où j'ai eu la chance et l'énorme opportunité de bosser avec Bashi, qui est un rappeur iconique de Londres, qui est l'équivalent d'un Oxmo, d'un Medine chez nous en France, qui a porté le rap londonien à un niveau exceptionnel. Et ce qui est marrant, c'est que bon, lui maintenant il est acteur, etc. Et rapidement, quand on a commencé à bosser ensemble, il m'a dit en anglais, du coup, bah Thibaut, du coup, mon profil droite, je l'aime pas trop, j'aimerais que ce soit plus profil gauche, tu vois. Du coup, ça fait que pendant ma presta, j'ai essayé régulièrement d'être sur ce côté gauche. On leur a envoyé les photos dans la nuit et le lendemain pour faire les posts. Et il m'a remercié de plein de trucs et il a utilisé ces photos. Et typiquement, si j'avais utilisé les photos de son profil droit, bah, il les aurait probablement pas utilisées parce qu'il les aime pas pour une raison inconnue, parce que pour moi, c'était un parfait miroir, ces deux côtés. Mais voilà, donc, je dirais pas que c'est une traduction de la musique, je dirais plutôt que c'est une traduction de l'émotion que j'ai ressentie au moment où je l'ai vécu, et de la personne en elle-même et de ce qu'elle véhicule comme message, plutôt. Ok, putain, c'est une belle réponse, ça. Merci pour des bonnes questions. Je vais peut-être faire. Oh là là, arrête pas de nous flatter. Je vais te poser, je pense, la même question. J'ai rencontré Eddie Blanchard,
il y a quelques semaines. Et justement, je lui ai demandé si elle considérait, donc Edith Blanchard fait du clip, donc si elle considérait que son clip était une nouvelle œuvre, si elle était ou si elle était l'extension de l'œuvre musicale. Est-ce qu'elle considérait ça comme une œuvre à part entière ou comme un tout? Et du coup, je pense que je peux te poser la même question parce que ça me semble intéressant aussi en photo. Moi, j'ai plutôt tendance à dire l'extension. Parce que pour moi, mon art à moi, en tout cas, à savoir l'image, n'a aucune vocation d'aller supplanter, remplacer le travail en plus. Pour moi, c'est plutôt... alors là, on est vraiment dans la casquette de la photographie live. Elle est là pour illustrer quelque chose qui s'est passé en live à un moment T dans une ville spécifique, à une heure spécifique, etc. Donc pour moi, je dirais plutôt qu'elle est l'extension et qu'elle est là de traduire une scénographie qui a été travaillée en amont en résidence, de travailler tout un travail de mise en scène, etc., qui a été mis en place par des dizaines de personnes. Tout ça, c'est un super métier de l'ombre aussi, hein. On pense souvent que les blagues que les artistes font chaque soir, etc., que le placement, etc., que les lumières, que tout est un peu improvisé. Il y a globalement, pour les gros artistes en tout cas, assez peu d'improvisation. Pour avoir tourné avec pas mal d'artistes, même si on pense que beaucoup de choses sont improvisées, beaucoup de choses sont régulièrement dites. Donc non, j'aurais plutôt tendance à dire une extension. Parce que pour moi, ça n'a pas vocation à être une nouvelle œuvre. Je peux entendre du coup que le côté clip, je sais pas, et du coup, t'as spoilé une de tes prochaines invités, mais c'est pas grave, comme ça nous permettra Elle sera passée avant toi. Mince, ok, bah c'est super. Ça est déjà sorti. Du coup, Edith Blanchard est déjà passé. Et bah écoute, j'écouterai ça bientôt. Mais du coup, je pense que le clip c'est un peu différent parce que tu viens recréer, tu viens redonner une DA en plus, tu viens redonner du stylisme en plus qui n'est pas le stylisme forcément celui spécifiquement joué dans les lives, etc. Donc je pense que la réponse peut être différente et je verrai ce qu'elle répondra. Elle aura répondu, pardon. Mais voilà, moi je dirais plutôt compléter, ouais, carrément. Ok. Alors là, on arrive sur une question touchy. Parce que le podcast a en partie aussi pour but de faire découvrir des métiers de l'ombre, des métiers pas ou peu connus, et pourquoi pas de susciter des vocations. Donc là, on va peut-être en dégoûter certains et certaines. Waouh. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre uniquement de la photo musicale, on va dire, photo de concert, photo d'artiste aujourd'hui? C'est encore une bonne question, mais dont je pense ne pas avoir toutes les clés de réponse, mais quelques-unes. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué dans un marché où il y a de plus en plus de photographes, dans un marché où, à l'époque, et même pas à l'époque où moi j'ai commencé, hein, ou à l'époque où d'autres ont commencé, où avoir du matos photo, c'était littéralement quasiment faire un prêt bancaire. C'était avoir un tout petit matos parce que tu pouvais rien commencer parce que ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, t'as un prix d'accès à ce marché qui est beaucoup plus bas. Parce que la technologie a énormément avancé et que du coup, même un appareil qu'on appelle bas de gamme est absolument pas un appareil bas de gamme. En témoignent les téléphones qu'on a dans nos mains qui sont globalement également des super appareils photo. Même s'il n'y a pas de profondeur, pas grand chose, tu peux quand même sortir des super choses. Donc déjà, prix d'entrée pour le marché moins cher. Beaucoup plus de gens sur le marché pour faire ce travail-là. Ça fait que tu as une marge de manœuvre pour en faire un travail à temps complet, un petit peu plus compliqué. J'aurais tendance à dire, d'expérience maintenant, parce que ça fait quelques années que je suis dans le métier, que tout le monde veut des images, mais pas grand monde a un billet à mettre sur la table, malheureusement. Et quand je dis billet, encore billet, parce qu'il y a des gens qui, quand tu leur parles un peu de trucs, ils te disent non, mais pas de souci, ouais, on peut dire 100 balles là pour la. Bah, du coup, ouais, c'est le prix du billet de train en fait. Donc je dirais que vivre de ça aujourd'hui, ça me paraît extrêmement compliqué. Moi, typiquement, je ne ferai jamais ce move actuellement. De partir en 100%. Pourtant, je pense que je dois être capable avec le réseau, avec l'ancienneté que j'ai. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que je suis très content de cet équilibre que j'ai entre mon travail et le fait de choisir ce travail-là. J'ai également parfois besoin ça me pose absolument aucun problème. Mais au contraire, j'adore ça, me faire des pauses, de ne pas avoir de contrat, de ne pas avoir de prestat pendant 1 mois, 2 mois, etc. Et de revenir avec des idées neuves, du sang frais et un peu de sommeil en plus. Je dirais pas que c'est impossible parce que je pense que les bonnes rencontres font que, mais bon chance. Si je peux finir comme ça.
encore une fois, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire oui, mais moi j'ai réussi machin. Il y a toujours des Oui, il y en aura toujours un, forcément. mais en tout cas, je dirais pas que c'est le marché le plus porteur On est d'accord. aujourd'hui. Globalement, l'image, je pense que c'est très compliqué de toute façon. La communication. La je trouve, com de et manière l'image globale. sont des domaines très très compliqués, mais si quelqu'un pense être millionnaire en faisant photo de live, bah, qui m'écrive tout de suite, je prends des Ça tips, peut être une piste, hein. je prends des tips tout de suite, quoi. Et bah, tu vois, on parle de téléphone et dans une époque, enfin dans une période où tout le monde a un téléphone, qu'est-ce qui fait encore la différence pour toi entre une photo pro et une photo lambda? Euh, je dirais plusieurs choses. Je dirais les accès. Bah, un concert, t'as des gens qui sont dans une fosse ou qui sont dans des gradins, etc. Et du coup, bah, cet angle-là, bah, t'en as, on va dire, entre la plus petite salle à Paris doit faire 50 places et 80 000, on va dire. Donc, t'as entre 80 000 et 100 angles, mais qui sont des angles de face. Les accès backstage, les accès rear stage, le fait d'être derrière l'artiste, etc. Ça fait que c'est des choses que les gens ne peuvent pas faire. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur ma checklist de se dire, c'est super d'avoir une photo de face de l'artiste dans ses trous de nez ou plus large, mais en tout cas, des photos de face, on peut à peu près tous en avoir. Aller chercher des autres images, les gens qui ont la chance d'avoir des accès quand il y a un Stade de France sur le toit du Stade de France, etc. Bah ça c'est des accès différents. Et j'aurais tendance à dire aussi, les photos de téléphone, c'est impressionnant, je trouve. Je sais qu'iPhone, ils ont souvent tous les ans l'habitude de sortir leur fameux clip qu'ils font à l'iPhone. On sait que c'est un iPhone, mais qu'il y a quand même beaucoup de gear en plus que l'iPhone. Ils utilisent surtout le capteur de l'iPhone, mais quand tu regardes le staging du téléphone, tu te dis, ok, d'accord, le téléphone coûte 20 000 euros, vraiment. Mais c'est plutôt plat, tu vois une photo de téléphone. Après, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est instantané, que tu l'as dans ton tel tout de suite, qu'aujourd'hui, la qualité et les petits presets qu'on a dans nos téléphones font qu'on a avoir des super souvenirs. Mais ouais, non, je dirais que surtout que ce qui différencie une photo pro d'une photo téléphone, c'est l'exclusivité de placement qu'on peut avoir nous avec nos accès AAA versus une personne qui est en fausse ou qui est en gradin, quoi, je pense. Je pense. Ok, c'est marrant, j'aurais pas répondu ça. Désolé, je t'ai déçu. Non, non, pas Tu du veux tout. qu'on la refasse? Non, non. Ah non, non, du tout. Non, mais c'est marrant parce qu'on a chacune nos idées en tête, tu vois. Moi, j'aurais parlé tu sais, de l'aspect cadrage, en fait. Du pélo qui fait sa photo comme ça. Oui. Et bah, toi qui vas venir un peu chercher dans le détail, etc. Après, Mais, quand ça m'arrive d'écarter mon appareil très haut au-dessus de ma tête, Oui, mais- je différencie pas. Mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, après, c'est vrai qu'on adore souvent, quand on fait des plans larges derrière, d'avoir toutes ces jolies mains emportées avec des téléphones et de toutes ces jolies mains qu'on supprime pour faire genre, mais non, il n'y a pas de téléphone. Ouais. Et je vois, j'ai photographié un concert et justement, c'était pas tant l'artiste qui voulait, mais c'était vraiment le public. Et en fait, je leur ai livré 10 photos qui franchement étaient pas ouf. Et je leur ai dit, bah, voilà votre public. Tout le monde avec un téléphone, même les plus petits devant. Enfin, c'était une dinguerie. J'ai détesté cette pression. Pour faire une story le lendemain et puis ne plus jamais regarder les photos de ton Ouais, ou alors pour filmer tout le concert pendant 1 heure et tu dis à quelle heure tu vas regarder le concert d'1 heure sur ton téléphone mal cadré en train de bouger avec un son dégueu. J'ai pas mal de vidéos YouTube comme ça, mais elles ont très peu de vues. Elles ont très peu de vues. Voilà, il y a 2 vues, quoi. Et est-ce que justement, les réseaux ont changé ta manière de travailler sur les formats? Moi, tu vois, je sais que par exemple, j'ai chopé un espèce de tic de shooter quasiment exclusivement en format vertical. Je pense qu'on a tous ce tic. Moi, les réseaux, ouais, bien évidemment qu'ils ont changé la vision la façon de travailler. Ils ont changé, bah, comme tu le dis, hein, surtout le format. Vraiment, moi, je suis 95% sur Insta et je me rends compte que mes reports sont pour mes clients qui sont 95% sur Insta, qui ont donc besoin de formats verticaux, qui évoluent à peu près toutes les semaines. On est passé de 4/5e à un nouveau format, etc. Donc, qui est encore un peu plus haut. Bien évidemment que ça change. Moi, j'adore ce format vertical. Comme je n'ai ni fait d'école, ni fait ni suivi. D'ailleurs, il y a un truc assez drôle sur moi, c'est que je déteste les expos photos. Je déteste aller voir les super grands photographes. Tu n'es pas allé voir Wolfgang Tillmans? Non, je n'irai jamais, je pense, à Arles, etc. J'ai pas plaisir à. Je peux voir ces images-là et me dire c'est un super moment, mais de moi-même, je n'irai pas à une expo. Je sais pas pourquoi, j'ai pas plaisir. Mais du coup, quand tu vois dans ces expos-là, bah, il y a globalement rarement des photos verticales. Hein. C'est globalement à l'époque on photographiait en paysage parce que c'était le format classique, parce que les albums photos de nos parents et de nos grands-parents, il y en a quand même très peu en vertical, à part quand il y avait un petit raté. Mais du coup, ouais, le format a totalement changé.
Moi, pour le coup, je l'adore ce format. Je trouve qu'il raconte autre chose. On peut s'amuser, on peut en jouer. Moi, typiquement, quand je publie mes projets sur Insta, je fais souvent des énormes sliders qui ont un storytelling parce qu'ils sont assez chronologiques, ils sont même totalement chronologiques. Quand on parle de live, de l'arrivée, des balances, des machins, à la photo de fin, aux photos de remerciement, etc. Parce que c'est comme ça que je me dis que plutôt que scroller 20 pages bêtement, bah, t'as un espèce de truc un peu qui est raconté et qui est un peu plus captivant. Mais ouais, ce format, il a totalement évolué et tu sens que dans le travail, dans ce que je te disais sur les stories, dans tout ça, typiquement, je prends l'exemple de Colors. Moi, je savais que quand je faisais les photos pour Colors, il allait y avoir un watermark en haut à droite. Donc, je savais que ma zone, il y avait 25% de la photo en haut à droite qui devait être réservée au watermark, etc. Donc, c'est évident que quand tu vas pour travailler sur un projet, quand tu es photographe de pub et que tu sais que ça va être une image qui va être en affichage avec une catchphrase dessus, que tu vas avoir des logos, etc., c'est important de savoir la destination de tes images parce que c'est comme ça que tu fais en sorte que ton client soit heureux et qu'il n'ait pas besoin de se dire derrière, bah en fait, tu l'as pas en plus large celle-là parce qu'on l'adore, mais en fait, on va avoir besoin de mettre ça, c'est ça. Donc je pense que ouais, les réseaux, ils ont totalement changé ça. Ils ont créé une espèce de snack photo en fait, c'est-à-dire que les gens ils consomment les stories, ils consomment les posts. Il y a une vitesse maintenant où tu te dis putain mais on passe 30, 40, 50, 60 heures peut-être plus sur des semaines de boulot à faire un truc où que le gars il arrive, il le scroll, il dit ouais c'est cool et t'es en mode genre ah ok super bah d'accord, c'est comme ça que tu justifies mon travail. Et c'est pour ça aussi que parfois le côté photo est un peu plus frustrant que le côté clip parce que je pense que le côté clip les gens ils s'attardent un minimum plus à regarder un peu plus Bah, justement, bien que on en parlait et on parlait de l'évolution du format aussi. Il y a encore du clip, mais moi, tu vois, par exemple, on me commande plus facilement des formats short. visualizers, comme on dit, que des clips. Et en fait, on restreint toujours plus pour avoir le minimum de temps passé sur quelque chose. La miniaturisation jusqu'à la fin. Ouais, exactement. Et c'est hyper frustrant parce que, mais ça rejoint une question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que la musique, elle se consomme aujourd'hui d'abord avec les yeux plutôt plus qu'avec les oreilles finalement? Waouh. Donc ça fait 4 heures. 4 heures. Bah, je pense globalement que dans l'ère dans laquelle on est, l'image est ultra importante. Je pense que quand tu vas arriver sur la page Spotify de quelqu'un, les gens vont regarder la couverture, vont regarder le nom, vont regarder avant même d'écouter le projet. Et c'en est triste, je pense, parce que du coup, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'artistes. Il y avait pas de réseaux sociaux. Tu voulais voir un artiste, bah fallait venir en concert. En fait, t'avais pas de story de lui, t'avais pas de YouTube, tu pouvais pas retrouver comme on le disait tout à l'heure, une vidéo amateur d'un mec qui avait filmé 1h47 de concert en qualité médiocre, mais que des gens se coltinent parce que c'est les seules vidéos qui existent de ce gars-là. Donc je pense que oui, ça a tout fait bouger. Ouais, je pense que l'image est ultra importante aujourd'hui dans la carrière d'un artiste. Euh, Certains, je pense, se perdent peut-être là-dedans parfois et ils sont justement trop dans l'image et se perdent et du coup t'écoutes les projets musicaux, tu te dis ok, bon du coup maintenant il reste globalement plus que du concept et de l'image et en fait on a un peu perdu l'essence du projet musical. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui l'image est une grande facette de l'artiste. Et il y en a qui jouent pas du tout là-dessus. Il y en a qui sont absolument nature peinture et qui s'en fichent de ça et qui le jouent pas. Je reprends l'exemple de Sam, qui était du coup le premier Bright que tu as fait. Typiquement, lui, il a trouvé un concept trop drôle. Son personnage est absolument incroyable et il est totalement à son image. Et il avait trouvé ce petit gimmick là de pas de danse, etc. Et ça a fait qu'il est devenu comme ça, que les réseaux sociaux ont fait que. Et du coup, c'est comme ça au-delà du fait que c'est un superbe artiste, il y avait une image en plus, il y avait un truc qui fait que. En fait, je pense, pour résumer ma pensée, que si aujourd'hui tu es un superbe artiste musical, que tu as un super projet musical, mais qu'en DA, qu'en image, etc., tu as un truc qui est un peu balbutiant, etc., je pense que les gens ne s'arrêtent pas. Et même plus grave que ça, je pense que les pros ne regardent pas et se disent ok, le truc n'est pas fini, etc. Ce qui est archi dommage. Parce que je pense que tu prends des Brel, mais eux, ils n'avaient rien à faire de tout ça. Il n'y avait pas de DA. La DA, c'est qu'il n'y avait pas de DA. Et c'est qu'en fait, tu venais gratter avec une guitare, etc. Et c'était tout, quoi. C'était ta voix. Aujourd'hui, si t'as pas de. T'as pas 50K sur Insta? Ouais, bah, je suis pas sûr qu'on va te prendre. Comment ça tu vois, genre, c'est hallucinant, en fait. C'est la génération de la DA et des chiffres. On a d'autres modes d'évaluation, en fait, mais qui ont régressé, qui justement vont, à mon sens, pas dans le bon sens. Ok. Mais on arrive tout doucement sur la fin. Mais non, déjà? Mais oui. On mettra des bouts.
si on mettra des points. Si demain, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui écoute ce podcast et qui a envie de se lancer dans la photo musicale, qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'y aller si ça le ou la passionne. Je pense que c'est un métier merveilleux si on le fait bien et si on est aligné avec ce qu'on a envie de faire, je pense. Je lui dirais d'enfoncer à peu près toutes les portes fermées qui sont fermées actuellement. Je pense que la vie, au-delà de la vie de photographe, je pense que la vie au global est remplie d'opportunités et que c'est pas en attendant que tout tombe dans ton plat et que tout soit ouvert, que tous les accès soient ouverts que tu vas faire quelque chose. J'espère que les gens avec qui je bosse n'écouteront pas ça, mais je lui dirais de braver les interdits. Je lui dirais quand on te dit de ne pas aller à cet endroit faire une photo, de y aller. Parce que c'est toujours pareil. Non, tu n'as pas d'accès à ça, tu peux pas aller sur scène, tu peux machin. Tu fais un clic, tu envoies la photo le soir même. Putain, mais allez, c'est trop stylé. Ah ouais, mais tu vois, ça aurait été plus sympa si j'avais un accès complet à tout. Donc je lui dirais de braver les interdits parce que voilà, et puis et j'ai une ancienne boss, Célia, que j'embrasse, qui m'a toujours dit une phrase: le non, tu l'as déjà. Donc si tu ne demandes pas, en fait c'est déjà non. Donc je lui dirais Au pire, tu gagnes un oui. Exactement. Donc voilà, je dirais d'y aller et d'y aller à fond parce que si toi tu vas pas, il y a quelqu'un qui ira à ta place et que mine de rien, même si j'avais un discours un peu défaitiste tout à l'heure sur le fait d'être à 100% là-dedans, ce qui est différent, de se lancer dans la photo de live et en faire un projet à 100%, c'est totalement différent. Mais pour moi, il y a archi de la place dans ce métier. Il y a des gens exceptionnels, ultra jeunes qui arrivent dans ce métier et qui me mettent des claques fois 1000 où je suis en mode et qui me bottent le cul parce que je me dis ok, il y a des mondes qui arrivent là. Faut step up sur ça, faut là-dessus. C'est la technique qu'il a utilisée, j'ai jamais vu ça, c'est dingue. Ouais, je sais pas si je le considère vieux à mon âge. Merci Emma. Mais ouais, je pense que c'est important en fait de pas rester de pas rester sur ses acquis et de te dire ok, ce que je fais c'est cool. Non, je pense que tu as besoin d'être constamment challengé et c'est comme ça que soit les gens te rappellent et quand les gens te rappellent pas, tiens, pourquoi? Ouais, parce qu'en fait là-dessus j'étais à la ramasse, j'ai renvoyé mes photos 3 semaines après. Tu m'étonnes que le client il voulait ces photos machin. Sur tel edit j'étais moins machin. Maintenant t'as des gens qui font tu vois, un truc que j'ai toujours pas pris de pli et qu'il faut que je fasse cette année, c'est que je fais zéro backstage. En fait, déjà, je fais zéro vidéo. Donc, je fais zéro vidéo de mon contenu. Je pourrais faire des reels en continu sur des trucs. Ça prend beaucoup de temps, mais j'en fais pas. Et 2, je fais pas de backstage. J'aimerais trop m'acheter une 360, un truc comme ça, que tu fous en grip sur ta cam. Parce que ce qui est marrant parfois, c'est que tu te rends compte que le contenu backstage est plus intéressant, limite. C'est plus drôle que le contenu final. Donc ça, tu vois, c'est un truc où j'arrive pas à prendre le pas aussi parce que j'ai un métier à côté et que j'essaie d'optimiser mon temps. Mais ouais, je dirais d'y aller. J'irai d'y aller parce que si c'est un projet qui a envie d'être fait, je pense ce serait plus frustrant de ne pas y aller en fait. Donc voilà. Bonne chance. On se voit sur le terrain. On se voit sur le terrain. Comme disait Denzel. Si tu avais un ou une artiste que tu rêvais de photographier, mort ou vif? Mort ou vif? C'est un western ou quoi? Waouh, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien les shows de ouf, en fait. J'aime bien les shows de ouf et un petit Johnny, quoi. Pas forcément. Pas forcément. Non, en tête, moi, j'ai plus, tu vois, j'ai la chance de connaître un mec qui est pour moi une pointure et qui, à mon sens, aujourd'hui, l'un des meilleurs photographes live, je pense, à mes yeux, en tout cas. On ne connaît pas tous, bien évidemment. Il s'appelle Raphaël Deprost, qui du coup a tourné, ou il tourne encore par ailleurs, beaucoup avec Lost Frequencies, qui a shooté The Weeknd, etc. Et typiquement, The Weeknd, je crois que c'est un truc assez de ouf, son show actuellement. Mais ouais, je pense que ce serait plus un requin, un Bruno Mars, un The Weeknd, vraiment des shows, tu vois, où tu sens que le show a été pensé pour le public. Alors attention, on ne se parle pas du tout des mêmes coûts de production que les shows qu'on a en France, on ne se parle pas du tout des mêmes venues. Mais ouais, je dirais un gros américain avec un show qui te met un peu par terre, tu vois. Parce que c'est souvent là que la diff se fait à l'image aussi. C'est toujours, et encore une fois, attention, bien évidemment que c'est pas des mauvaises salles et qu'encore une fois, on commence tous à un endroit, mais quand tu vas aller shooter une boule noire où il y a zéro scéno, zéro light, que rien n'est trop près, machin, et que tu te regardes tes images et t'es en mode putain, ça transpire pas de grand chose, et du coup tu vas chercher d'autres choses en fait. Tu vas pas chercher de la scéno, tu vas chercher
des émotions, des sourires, des backstage, des gens qui réagissent, machin. Mais c'est pas sur ces shows-là que tu vas aller chercher de la scéno, des choses. Moi, j'ai une espèce de, dans mon travail, j'ai une énorme appétence pour la géométrie, en fait. J'ai besoin, quand je fais une photo d'un truc central, d'être absolument au centre, que ce soit miroir, tu vois, que de quelques degrés de trop de côté, ça me va pas trop. Et du coup, une jolie scéno, elle est souvent absolument géométrique, la plupart du temps. Et du coup, ces jolis aplats de scéno, c'est ça que t'as dans des grandes salles et que t'as pas forcément dans les petites. Donc ouais, j'aurais tendance à dire, pour revenir à la question, sur un gros artiste américain, ouais. Ouais, The Weeknd, Bruno Mars, ça n'arrivera vraiment jamais, mais on faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais, ouais, exactement. Exactement. Et dans 10 ans, si tu devais regarder ta carrière, t'aimerais qu'on dise quoi de toi, de ton travail sur Twitter? C'est une bonne question. Un peu comme ce qu'on disait avec Lorenzo, je pense. J'aimerais que je me retourne et que je me dise ah bah tiens, j'ai quand même quelques photos iconiques de telle ou telle personne et je pense de ne pas rougir de ce qu'on s'était dit un peu sur certains artistes qui sont travestis, ou qui se travestissent et qui ont changé leur façon de faire pour plaire à un système, etc. J'espère que dans 10 ans, j'aurai à peu près le même discours que j'ai là. J'aurai juste 10 ans de plus et quelques rides en plus. Mais j'aurais gardé en gros ce mood, comment dire, cette, cette vision de l'image qui est pour moi la passion avant tout. Et de ne jamais se forcer à faire un taf. Alors, quand tu es en temps complet, tu es bien évidemment forcé parce que tu dois payer ton loyer et ce que tu mets dans ton assiette. Mais de garder la passion avant tout. Mais ouais, je pense d'avoir quelques photos iconiques au bout de 10 ans et de me dire ouais, bah ça c'était quand j'avais 30 piges, quand j'avais 32, quand j'avais 33. J'espère. Peut-être, peut-être pas. Justement, dans 10 ans, l'IA aura pris un peu plus de place. L'intelligence artificielle va forcément bousculer notre métier. Mais est-ce que tu penses au contraire que ça peut aussi renforcer l'aspect humain de la photo? Parce que ça reste à mes yeux, hein, c'est peut-être que mon point de vue, mais un art qui est quand même très très humain. Qu'est-ce que tu entrevois? Ouais, c'est une très bonne question et je pense que même avant dans 10 ans, ce sera de plus en plus Oui, la même plus chose. voilà, exactement. Même déjà. Moi, j'ai une vision particulière de l'IA parce que du coup, au-delà de la création d'images directes, je suis aussi dire com du coup, et ça fait que dans nos métiers de com, c'est impacté instantanément. La réponse que je me suis donnée, que je me fais de tout ça, c'est que je pense que l'IA, si on veut simplement la combattre, on va perdre. Parce qu'il y a des gens qui vont faire mieux que nous, parce que quand tu regardes ce qui sort dans les réseaux, tu regardes des deepfakes qui se passent, quand tu regardes des photos qui sont full IA, où en fait tu mets 2 minutes à 30. Ah, donc en fait ça c'était une full IA, d'accord, j'avais absolument pas gré. Moi, typiquement, dans mon workflow actuel, l'IA, je l'intègre simplement dans les corrections. Quand je disais tout à l'heure, quand il y a un wage, un retour son qui va me gêner, je vais le supprimer, etc. Les pieds de micro. Les pieds de micro Ouais. et les fameuses setlists blanches sur scène quand la scène est noire, ça on adore. Genre de choses. Donc ça, je vais plutôt avoir tendance à utiliser. À part ça, pour pas grand-chose. Mais moi, je reste persuadé qu'il faut prendre le pli d'une manière ou d'une autre. Il faut, comme on le disait en marchant tout à l'heure, quand dans ton marathon parisien, tu avais besoin de résumer comment faire ton parcours, utiliser à bon escient. Moi, je pense que les IA, faut les intégrer comme on peut. Il faut bien évidemment se dire que l'intégrité des photos qu'on crée aujourd'hui, elles vont globalement, d'une manière ou d'une autre, aller alimenter des serveurs qui servent à d'autres IA, etc. Donc ça, faut l'accepter et se le dire. Mais oui, je pense par contre, dans la vision que j'ai aujourd'hui de ce que je te racontais de mon workflow, de quand j'arrive, je rencontre les gens, etc. Je pense que ça, une IA le remplacera jamais en fait. Le fait de vouloir bosser avec une personne parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est ponctuelle, parce qu'elle vient de dire bonjour, parce que machin. Ça, je pense que l'IA, elle saura pas le faire en fait. L'IA, elle pourra te retoucher la photo absolument comme Thibaut Chouara la retouche depuis 10 ans. Elle pourra te simuler des plans. Moi, j'ai déjà vu des trucs de fou. Bref, je pense qu'on est qu'au début de tout ça et on en sait probablement que la moitié de ce qui se passe. Mais je pense que oui, dans la formulation de ta question, tu as raison. Je pense que plus les IA vont avancer, plus elles vont mettre en avant les valeurs humaines des gens, pour ceux qui en ont. Exactement. Mais du coup, je pense qu'il y a des trucs qui seront irremplaçables et il y a des trucs qu'il faudra accepter d'être remplacés là-dessus et ou couler avec, parce que je pense que les gens qui vont être contre les IA à 100% jusqu'à la fin, malheureusement, je pense qu'ils vont perdre ce combat parce que les IA ont l'air d'être quand même plutôt bien partis de tout ce qu'on envoie dans le monde pour avoir une bonne place, quoi.
Donc je pense qu'il va falloir qu'on coexiste et que chacun trouve un peu sa place. C'est un peu comme quand Internet est arrivé, hein, globalement. Je n'ai pas connu ça, je suis pas si vieux. Dire, Même si moi, j'ai pas connu même ça. si Emma, tu penses que je suis si vieux, je n'ai pas connu Internet 1.0. Mais quand Internet 1.0 est arrivé, c'était un raz-de-marée en fait, c'était catastrophique. C'était mais pourquoi ça maintenant ça existe plus, ce métier est remplacé, etc. Et enfin, c'est de constater que on est à Internet 3 voire 4.0 et que on en sorte d'exister avec. Donc on verra. Mais je pense pas qu'il faut être dans un mindset de combat, mais qu'il faut plutôt se dire C'est un outil, quoi. comment, dans mon éthique et dans ma façon de travailler, exactement, j'utilise comme un outil et comment il peut me simplifier des choses sans que ça travestisse mon éthique de travail, que ça travestisse mes valeurs et que ça travestisse ce que j'ai construit depuis des années. Mais ouais, c'est compliqué de se projeter là-dessus. Hein. Quand on regarde rien que le début d'année, il y a quelques mois versus aujourd'hui, les IA ont avancé tellement vite déjà que ouais, je sais pas. On verra. On se rappellera dans 10 ans. On se reverra. Peut-être l'année Prochaine hein, aussi. On se peut-être redira. dans Tu 6 te mois rappelles même. ce qu'on s'était dit sur le Bright? Bah, on avait raison. Bah, on avait raison, on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer, c'est tout. Et le podcast est maintenant fait par une IA Bon. totalement. Alors, en espérant que le podcast ne soit pas encore fait par une IA et que je ne sois pas mise au chômage, si tu devais passer le micro à un humain hein, ou à une humaine, quelqu'un de l'ombre, ce serait qui ou ce serait quel métier? Et j'en parlais tout à l'heure. Je pense que le métier de, si tu ne l'as pas encore fait, est assez intéressant, de créa visuel, créa light. J'ai pas le terme exact par ailleurs. Comment on appelle ça? Je parle pas d'ingé lumière, je parle vraiment des créas en fait, des gens qui vont créer les shows. Sur la direction artistique, Exactement, les la DA scénographie, shows, exactement. ouais. Ça, je trouve que c'est un métier exceptionnel. Moi, j'ai la chance depuis 2 ans de bosser avec un copain qui s'appelle Guillaume, qui a monté sa boîte, qui s'appelle 00, et qui du coup bosse avec énormément de gens. Dinos, moi je l'ai rencontré sur la tournée de Medine où j'ai fait pas mal de dates avec eux. Et du coup, je suis toujours assez bluffé de me dire la gymnastique intellectuelle que ça demande de reset tout le temps son mindset, de dire ok bah lui il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça dans le budget. D'une page Exactement. blanche à chaque Une page blanche, d'un budget différent, de dimensions différentes. T'as une tournée des SMAC, t'as une tournée des Zénith, t'as une tournée des Bercy, c'est pas les mêmes. Donc ça, je trouve que c'est un métier absolument ouf. On se rend pas du tout compte, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les improvisations, de se dire non, bah, enfin, un concert ça va. Non, un concert c'est des dizaines d'heures en amont, une cinquantaine de personnes sur les grandes salles pour que tout soit live au moment où ça part et que tout soit terminé quand ça doit être terminé, que ça parte en semi-remorque le soir. Donc ouais, j'aurais tendance à dire ces métiers de création lumineuse et créative où je trouve ça assez bluffant. Voilà. Bah, je l'ai pas encore fait, donc Bingo. peut-être Bingo. pour la saison 1, on verra, on va voir ça. Eh ben, merci à toi en tout cas pour ce superbe entretien très, 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 très riche. Finalement, c'était plus facile que je ne me l'imaginais. T'avais peur? Ouais. Ouais, j'avais peur. J'avais plus peur qu'avec quelqu'un qui ne fait pas le même métier que moi. Ah oui, Heureusement. par rapport au fait Je pense que que c'était t'avais... plus par rapport au métier. Mais non, mais en tout cas, bah, merci beaucoup pour cet échange. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très bientôt. Salut. Bright. Tu viens de terminer un épisode de Bright, le podcast lumineux d'intérêt musical. Ici, la lumière ne s'éteint jamais et dans 2 semaines, je te donne rendez-vous pour un nouveau parcours, un nouveau portrait et un nouveau regard sur l'industrie musicale. Merci d'avoir écouté Bright et à très bientôt.